Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais donner la parole maintenant à un certain nombre de mes collègues qui l'ont demandé. Je vais commencer par Jérôme Bignon, dont je saluais tout à l'heure l'important travail qu'il a fait au sein du Sénat. Et je lui laisse poser la première question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour vos explications claires et complètes. Peut-être un point, puisque vous avez salué la contribution du Parlement dans le succès, ou en tout cas contribution au travail accompli par beaucoup de monde sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que le Parlement, les assemblées parlementaires françaises, mais également du monde entier, peuvent continuer de contribuer à faire avancer le dossier, notamment sur un point que je vais évoquer dans un instant, pour faire en sorte que tout ça se mette bien en route. Et vous avez évoqué à de nombreuses reprises les INDC. Est-ce que dès lors qu'il s'agit d'engagements pris par les États, on pourrait imaginer que l'Union interparlementaire travaille à la mise en place d'une pression amicale organisée pour faire en sorte que chaque parlement du monde, puisqu'il y avait beaucoup de parlementaires qui étaient là, puisse jouer un rôle dans la vérification. On prend un engagement, comment on le tient? Est-ce que les moyens budgétaires sont à l'appui? Est-ce que la ratification se fait bien? Je pense qu'il peut y avoir un jeu de rôle, plus qu'un jeu de rôle, un jeu démocratique qui renforcerait Alors, je sais que les gouvernements, les exécutifs n'aiment pas trop la diplomatie parlementaire, mais dans ce type de multilatéralisme, tous les atouts sont à jouer, et on a vu l'importance de cet atout dans la venue à Paris de 100 parlements du monde entier qui étaient présents. On a pensé les uns et les autres que c'était peut-être quelque chose de nouveau qui était en train de poindre dans la bonne organisation. Et je termine sur un point. Au Bourget, j'ai participé à une réunion de l'Union interparlementaire qui était absolument passionnante, où une chercheuse de la London School of Economics avait démontré le rôle la contribution que les parlements pouvaient avoir sur le contrôle des INDCs. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui peut être un sujet moderne pour renforcer la mondialisation, le rôle mondial des parlements. Si je peux répondre, Monsieur le Président, maintenant, sinon j'oublierai les questions. Je suis tout à fait d'accord avec votre approche, Monsieur Villon, et je voudrais vous remercier pour le travail que vous avez fait. Les parlementaires, les parlements ont un rôle à jouer, avec habilité, en fonction, bien sûr, des circonstances locales qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais je crois que c'est d'autant plus le cas que là, tous les pays se sont engagés. Donc, il ne s'agit pas de dire vous ne voulez pas faire quelque chose et nous vous demandons de faire quelque chose, nous exigeons de faire quelque chose. Non. Il y a des INDC, bon, parfois ils sont insuffisants, mais ils existent. Et donc, le fait de vérifier, selon une modalité à définir, que le gouvernement X ou Y tient bien son engagement, et si c'est possible qu'il l'améliore, ça n'est au détriment de personne, et c'est à l'avantage de la collectivité. Donc moi, je suis tout à fait favorable à cela. Et je voudrais ajouter, puisque vous parlez de Parlement, qu'il y avait notamment 2 domaines qui n'ont pas été couverts par la conférence de Paris et qui sont des domaines importants. Le transport maritime et le transport aérien. Les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été couverts sont diverses, mais la raison principale, c'est que certains de pays ne le voulaient pas. Et moi, malgré tous mes efforts, il y a des choses que j'ai pu pousser à obtenir et d'autres non. Or, ce sont 2 secteurs importants, notamment le secteur aérien, puisqu'il est émetteur de gaz à effet de serre et il va se développer beaucoup. Alors, nous avons le bonheur, mais il va falloir surveiller ça de près, que, avant-hier, je crois, l'OACI a obtenu un premier pas, il va falloir vérifier tout ça, qui permet, si on va au bout du processus, d'avoir quand même un contrôle et une limitation des gaz à effet de serre dans ce secteur. Et là, je pense aussi que la diplomatie parlementaire peut jouer.
En ce qui concerne le domaine maritime, c'est à travers l'Organisation maritime internationale. Il va falloir faire le même travail. Alors évidemment, ce n'est pas juridiquement dans notre accord, mais il ne faut pas avoir une vision uniquement juridique. Il faut regarder quelle est l'efficacité. Et là aussi, je pense que, aussi bien à travers nos représentations diplomatiques, je veux leur rendre hommage, parce que vraiment, nos diplomates, je dis nos, parce que ce sont les diplomates de la France, ont fait un travail absolument magnifique partout. Bon. Et on les a mobilisés pour ça. Et nos parlementaires, directement ou indirectement, l'Union interparlementaire, enfin, tous les organismes, doivent pouvoir jouer un rôle très utile. Merci. Monsieur Pointreau. Oui, monsieur le ministre. Oui, l'absence de portée contraignante, puisqu'on est passé de 1,5 degré enfin de 3 degrés à 1,5 degré, c'était la condition indispensable pour que les États-Unis donc signent le traité. Et je voulais avoir les arguments des États-Unis, outre le fait que il fallait que ça passe au Congrès, que le traité devait être passé au Congrès, et le fait que finalement c'est pour eux peut-être un frein à leur économie, à leur développement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez répondu, puisque vous dites que l'accord de Paris fait mention d'un prix du carbone au niveau mondial, plus ou moins dans le document. Et puis la troisième question, ça concerne la lutte contre le réchauffement climatique, qui élude quelque part les questions afférentes aux ressources énergétiques et à la démographie. Or, cette question, elle va être centrale sur la réussite du futur de l'accord. Et je voulais savoir comment vous voyez la gestion des ressources énergétiques face à la COP21, dans un contexte où le prix du pétrole est en baisse constante depuis un certain nombre de mois, et que dans les 10 prochaines années, comment vous voyez, vous, cette gestion de la ressource énergétique qui pèse quand même lourdement sur le réchauffement climatique? Bon, ce sont de grandes questions et je ne suis pas sûr qu'on puisse les trancher en quelques minutes, donc j'espère que vous m'excuserez du côté un peu schématique de mes réponses. Sur le premier point, le juridiquement contraignant, il y a des aspects qui sont dans l'accord juridiquement contraignant et d'autres qui ne le sont pas. Lorsque, par exemple, on fait le détail des contributions nationales, fameuses INDC, elles ne sont pas incluses, à proprement parler, incluses dans l'accord. Ce sont des obligations, des engagements compris par ailleurs les pays. Mais ça n'est pas, si vous regardez l'accord c'est 29 articles et la décision c'est 140 paragraphes. Mais il n'y a pas, dans les documents que j'ai fait voter, il n'y a pas l'engagement de la Russie, c'est X ou Y. Ce sont d'autres documents. Bon. Alors, vous parlez des États-Unis. Ils n'étaient pas le seul dans ce cas à être réticents. Mais il n'y avait pas 25 arguments de leur part. Hein. Bon, il y a un Congrès qui est dominé par les Républicains aujourd'hui, et les Républicains ont dit le dérèglement climatique, ça n'existe pas, et donc les engagements qui sont pris par le président des États-Unis, nous les considérons comme nuls et non avenus, et même ils sont contre-productifs parce que ça va diminuer la compétitivité des entreprises américaines. Et donc, le président Obama, qui sur ce dossier était très engagé, a dit, bon, écoutez, si l'accord est rédigé d'une telle façon qu'il soit sur tous les points juridiquement contraignant, il sera retoqué. Et s'il est retoqué, si les États-Unis, évidemment, disent, nous ne sommes pas partis à l'accord ne peut pas être passé. Bon. Du coup, il y a eu cette anecdote, je vous la raconte parce qu'elle a été rapportée parfois par les journaux, mais d'une façon un peu inexacte, sur le fameux shall et should. Bon. En anglais, should, quand il y a should dans le texte, ça veut dire une entité doit faire quelque chose. Quand c'est shall, c'est l'entité fera quelque chose. Donc, évidemment, ça n'a pas la même portée juridique, c'est ce qu'on pourrait appeler obligation de moyens, obligation de résultat, etc. Bon. Donc, ça ne veut pas dire du tout que les obligations étaient moindres, mais si on avait multiplié les shall,
c'était l'obligation pour le texte de passer devant le Congrès avec, évidemment, les conséquences que je viens de dire. Et au dernier moment, il s'est passé quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire, le texte était extrêmement long, il a été remanié plusieurs fois. La dernière nuit, j'ai été obligé, parce que c'est comme ça que ça se passe, de procéder à des arbitrages, puisque, bon, quand vous avez plusieurs textes et qu'il faut obtenir l'accord, il y a un moment où il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise ça oui, ça non, etc. Bon. Et donc, le secrétariat très compétent de la COP a fait un travail vraiment remarquable, mais il a fait une coquille sur un point. C'est-à-dire qu'alors que dans les deux versions précédentes, puisqu'il y a eu 3 versions de l'accord, sur un domaine, il était marqué should, dans la dernière version, sur un point, le secrétariat a écrit shall. Voyant cela et distribuant le texte à tout le monde, nos amis américains sont venus voir et dit écoutez, ça on ne peut pas. On ne peut pas parce que voilà la conséquence. Donc, alors j'ai interrogé le secrétariat et on a constaté que c'était une erreur de secrétaire, une erreur de plume. Bon. Alors on disait, bon, ben, très bien, les erreurs de plume, il y a une procédure dans la Convention qui permet de les rectifier. Et donc on allait engager cette procédure quand le groupe le plus important, qui s'appelle le groupe des 77, comme son nom l'indique, ils sont 134, et a dit, ah mais non, ça c'est pas possible. C'est pas une erreur de plume, c'est une erreur de fond. Dans le texte, il y a marqué shall, et donc on ne peut pas le transformer en should. Et vous avez constaté peut-être, si vous regardiez la télévision à ce moment-là, ou si vous étiez dans la salle, qu'il y a eu quelques dizaines de minutes où c'était comme ça, en suspens. Bah, ces dizaines de minutes, c'était pas pour aller faire la sieste, c'était pour essayer de convaincre les dirigeantes de ce groupe, qui sont des femmes tout à fait remarquables, sud-africaines, que c'était une erreur de plume. Donc là, je me suis engagé, c'est là où la dimension personnelle, dire écoutez, vous me faites confiance, c'est vraiment une erreur de plume. La preuve de notre bonne foi, c'est que les 2 textes précédents avaient la bonne version et qu'on n'a pas rediscuté. Et finalement, elles ont accepté que ce soit considéré comme une erreur de plume, et donc on a pu corriger cette erreur de plume. Et je raconte ça en plaisantant, le Premier ministre des îles Marshall, qui est un homme très engagé dans la lutte contre le climat, a dit, si c'est comme ça, je décide de débaptiser les îles Marshall et de les appeler les îles Marshall. Bon, ce qui était quand même, ça montrait le climat dans lequel on était. Bon, mais voilà, la première réponse. Deuxième réponse sur le prix du carbone. Bon, tout le monde n'est pas pour une tarification du carbone. Il y a des pays très puissants qui ne veulent pas de tarification du carbone. Parce que, admettez que vous soyez président, Premier ministre d'un État dont 95% des recettes provient du pétrole. Ça arrive. On est quelques-uns à l'esprit. Si on vous dit écoutez, les énergies fossiles, c'est quand même pas exactement ça. Donc, dans le futur, il faudra que vous gardiez votre énergie fossile dans le sol, ou bien, la technique n'est pas encore au point, que vous trouviez des moyens de compensation, etc. Vous dites, je suis pas tellement enthousiaste. Bon. Et si on tarifie le prix du carbone, l'objectif, avoué, c'est de faire que quand vous émettez du carbone, vous ayez à payer plus. Bon, alors qu'aujourd'hui, c'est un système qui est quand même un peu absurde, où quand on pollue, on ne paye pas, et quand on ne pollue pas, on paye. Bon. Et donc, c'était déjà compliqué à obtenir la mention, on l'a obtenue, mais l'idée sur laquelle on pourra avoir un prix du carbone unique dans le monde, ça c'est une idée qui est totalement irréaliste. Vous allez avoir déjà en 2017, ça vient très vite, 3 zones très importantes du monde où il y aura un prix unifié du carbone. Vous allez avoir, excusez du peu, la Chine, qui en ce moment est en train, dans ses différentes régions, d'expérimenter des prix du carbone et qui en 2017 aura un prix du carbone national. Vous aurez le Canada, qui avec son nouveau gouvernement a évolué dessus, et vous avez l'Europe, qui a fait un prix du carbone, mais qui a manqué pour différentes raisons, mais qui, je l'espère, va se reprendre. Et donc, vous n'aurez pas un prix unique, mais vous aurez vraisemblablement un corridor, parce que les situations ne sont pas les mêmes. Et l'idée, c'est petit à petit que ce corridor se rétrécisse et que chaque continent, chaque pays, chaque région adopte un prix du carbone pour qu'il soit plus cher, évidemment,
d'utiliser des produits fossiles et moins cher d'utiliser des énergies renouvelables ou alternatives. Et de ce point de vue-là, le solaire, quand vous regardez l'évolution du prix, a diminué extrêmement fortement. Et les spécialistes des technologies, dont je ne suis pas, mais j'en suis entretenu souvent avec Bill Gates, me disent qu'il va y avoir encore des évolutions foudroyantes qui vont faire que le coût comparé des différentes technologies ne sera plus le même. Et donc il faudrait, si le monde était sage, qu'on profite, si je puis dire, de la baisse actuelle des prix du pétrole pour supprimer toute une série de subventions aux énergies fossiles et, en revanche, qu'on reporte cet avantage sur les énergies renouvelables. Ça, c'est la politique idéale. Malheureusement, comme on le sait, l'idéal et le réel ne sont pas toujours les mêmes. Enfin, le dernier point qui nous emmènerait très loin, c'est la question démographique. Vous avez tout à fait raison, elle est absolument déterminante. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, en ce qui concerne la réponse à vos questions judicieuses, ce n'est pas un accord seulement pour le climat. C'est ce que je dis très souvent. C'est un accord sur les migrations. C'est un accord sur la sécurité alimentaire. Et finalement, c'est un accord sur la paix et la guerre. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser le réchauffement climatique, imaginez ce que ça signifie. Pour prendre le seul problème des migrations, aujourd'hui, vous voyez les problèmes où est l'Europe, parce qu'il y a, je ne sais pas combien, peut-être 1 million de personnes qui arrivent sur le continent européen. Mais si ce million devient 10 millions, 15 millions, 20 millions, 50 millions, vous voyez ce qu'il y a derrière, avec la lutte pour l'eau, etc., accentué bien sûr par la question démographique. Quand vous pensez qu'au Niger, il y a 7 enfants par femme, bon, pays très pauvre, Nigeria, pays très riche, 950 millions d'habitants à l'horizon de la fin du siècle, bon, évidemment, ce sont des perspectives qui sont étourdissantes. Et donc, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas faire impasse sur cette question qui est complexe, qui aussi fait référence à des données culturelles, mais tout est lié, et quand on aborde la question climatique, en tirant la question climatique, on tire tout le reste avec. Et je pense que c'est notre rôle pédagogique d'expliquer tout ça. Merci, Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, d'abord, vous féliciter pour la réussite de la COP21, qui a été un plein succès. Et si vous me permettez, vous adressez mes félicitations pour votre nomination à la présidence du Conseil constitutionnel. Merci, c'est gentil. Mais je vais devoir passer d'abord devant la commission compétente du Sénat et de l'Assemblée nationale. On passe des examens à tout âge. Oui, oui. Alors, j'ai une question d'ailleurs qui concerne l'accord sur les migrations, dont un article spécifique figure dans le corps du texte de l'accord de Paris. Et les prévisions des Nations Unies estiment à 250 millions le nombre de personnes déplacées au vu des prévisions les plus pessimistes. Pouvez-vous nous préciser les actions concrètes qui seront mises en œuvre pour faire face à ces déplacements, nous éclairer sur les moyens humains et techniques qui sont envisagés afin de répondre aux conséquences de ces déplacements? Et j'aurais une deuxième question concernant le principe pollueur-payeur, principe que la plupart des économies développées ont inscrit donc dans leur corpus législatif, mais que certains États, on peut dire, rechignent à envisager, hésite à envisager un prix à payer pour l'utilisation de l'environnement, qui est une nouvelle donnée dont la capacité à traiter les déchets est quand même de plus en plus réduite. Voilà, je vous remercie. Bon, ce sont des questions très complexes, et là encore, j'ai peur que mes réponses soient lacunaires. Sur les migrations, alors, disons que quand il y a des évolutions de température redoutables, ça a des conséquences sur la capacité des populations à demeurer là. Par exemple, je discutais récemment avec la vice-présidente de l'Iran, qui est en même temps ministre de l'Environnement, et qui me disait que cet été, dans telle ou telle ville d'Iran, il a fait 75 degrés. Bon, 75 degrés, on ne peut pas vivre. Bon. Donc, et il y a évidemment des conséquences économiques, y compris d'ailleurs chez nous. Je ne vais pas entamer le débat, mais vous l'avez tous à l'esprit, sur que deviennent les activités de sport d'hiver, que deviennent les vignobles, que deviennent ceci, que deviennent cela. Alors, parfois, l'opinion publique
à une vision un peu simple en disant, bon, ben, nous, on habite Dunkerque, et donc le réchauffement climatique, c'est pas si mal, parce que finalement, on va être la Côte d'Azur. Non, ça, c'est pas comme ça. D'abord, moi, je parle plus souvent du dérèglement climatique que du réchauffement climatique, parce que le dérèglement climatique, d'abord, c'est l'extrémisation des phénomènes, et puis, de temps en temps, c'est au contraire un refroidissement, donc c'est beaucoup plus compliqué que le réchauffement mécanique, tout le monde va être sur la promenade des Anglais. Non, ça, c'est pas du tout ça. Et puis, vous avez, c'est le sens de votre question, les réfugiés climatiques, qui sont plusieurs millions, et pour le moment, catégorie qui n'est pas vraiment traitée en tant que telle. Il y a des initiatives, notamment l'initiative qu'on appelle l'initiative Nansen, il y a toute une série de travaux auxquels la France participe, mais disons que ça, c'est un point aussi sur lequel les parlementaires peuvent et vont certainement travailler. Que fait-on? Est-ce qu'on leur donne un statut? Certains le proposent, d'autres y sont réticents, mais il y a un lien évident, et dans les deux sens, entre la question climatique et la question migratoire. Sur l'affaire pollueur-payeur, c'est le bon sens. Mais le bon sens n'est pas toujours la chose du monde la mieux partagée, quoi que pense notre ami Descartes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, c'est l'inverse qui fonctionne. Prenez l'exemple du charbon. Le charbon, dans certains pays, est l'énergie la meilleure marché. Mais le charbon pollue. Mais ces effets de pollution ne sont pas intégrés dans les prix. C'est ce qu'on appelle les externalités. Si on arrivait à faire un coût global, le charbon serait beaucoup moins intéressant du point de vue financier que ce qu'il est. Mais comme on ne paye que l'extraction charbonnière et que le reste est, du coût et pèse sur la société, évidemment, le calcul est faussé. Et l'idée, je trouve excellente, du principe pollueur-payeur, c'est d'avoir une vision globale. Et du coup, les comparaisons ne sont pas les mêmes. Les choses vont changer, me semble-t-il, parce que c'est là où je me permets, peut-être anticipant certaines questions, d'aborder la question du financement. Vous savez que dans l'accord, il y a la réaffirmation que d'ici 2020, il faut que les pays développés consacrent au minimum 100 milliards de dollars par an aux pays pauvres pour le climat. Faisons attention, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce chiffre de 100 milliards. C'est 100 milliards par an. Mais certains, y compris d'ailleurs avec des responsabilités importantes, croient que ces 100 milliards, c'est uniquement de l'argent public, et que cet argent public, c'est uniquement le fonds vert. Non, non, non. C'est pas du tout ça, l'engagement. L'engagement, c'est 100 milliards au total, fonds publics, fonds parapublics et fonds privés, pour le climat, pour les pays pauvres. Et à l'intérieur de la partie proprement publique, il y a une partie, la plus élevée possible, qui est constituée du fonds vert. Mais aujourd'hui, le fonds vert, il a une capitalisation de 10 milliards, dont 1 milliard qui vient d'ailleurs de la France. Donc, vous voyez bien la différence. Ce n'est pas en ayant une capitalisation de 10 milliards qu'on peut arriver à fournir 100 milliards par an. Et donc, il faut que nous arrivions à augmenter ces financements publics, qui ne sont pas les seuls, mais qui sont nécessaires pour certaines tâches. Et le fonds vert, il va falloir l'abonder. Et l'engagement qui est pris dans le texte de l'accord de Paris, c'est qu'en 2025, on ait rehaussé le chiffre de 100 milliards. Il n'y a pas de chiffre prévu, mais le chiffre doit être revu, et il ne peut être revu qu'à la hausse. Maintenant, quitte à prendre peut-être certains rebrousse-poil, je voudrais qu'on ne fasse pas de confusion. Il faut du financement public, et il en faut davantage. Mais le grand changement interviendra lorsque le financement privé aura changé son point d'ancrage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le financement public, c'est 100 milliards, 150 milliards, 200 milliards. Bon. Mais le financement privé, alors là, c'est un multiple par 100 ou par 1000. Or, aujourd'hui, les investissements, jusqu'à une période récente, se faisaient essentiellement dans l'énergie fossile. Et le mouvement qui est en train de s'opérer, c'est là où le prix du carbone est quelque chose d'intéressant, c'est pour que le financement privé aille de moins en moins aux énergies fossiles et de plus en plus aux énergies alternatives. Peut-être avez-vous vu qu'un certain nombre de fonds souverains
je pense notamment au fonds souverain norvégien, qui est le plus important du monde, a décidé désormais de retirer ses investissements dans les secteurs charbonniers. Certains groupes français ont fait la même chose. L'agence de notation qui s'appelle Standard & Poor's, qui fixe les notations des États et des entreprises, a dit « quand il n'y a pas de sécurité climatique, je pénalise ». Et donc, vous avez petit à petit un mouvement qui est très souhaitable pour faire que le financement privé s'oriente de plus en plus vers les énergies renouvelables et de moins en moins vers l'énergie fossile. Au point que le gouverneur de la Banque centrale britannique, qui travaille sur ces sujets, pense que la prochaine bulle financière sera à propos des énergies fossiles, parce qu'il dit il y a là des centaines de milliards qui ont été investis, il y a eu un surinvestissement, on va s'apercevoir qu'il y a trop d'investissements dans le fossile et que ça n'est pas rentable, et donc tout d'un coup, dit-il, ce qui ne serait pas souhaitable en soi, compte tenu des équilibres, les choses vont s'effondrer. Donc il faut organiser les choses, principe pollueur-payeur, pour que petit à petit, on déporte l'argent, que ce soit l'argent public ou l'argent privé, du secteur des énergies fossiles vers les autres énergies. Et c'est ça. Alors, pour ce qui concerne l'Europe, c'est toute une série de sujets, taxes sur les transactions financières, etc., etc. Pour ce qui concerne la France, vous avez des débats sur qu'est-ce qu'il faut, le diesel, le ceci, le cela. Bon, maintenant, il ne m'appartient plus d'entrer dans ces débats. Mais le fond, quand même, du sujet, si on est raisonnable, c'est qu'il faudrait que, pour employer un terme générique, ce qui pollue coûte plus cher que ce qui ne pollue pas. Bon, si on a cette idée-là, alors après, il faut la décliner, et souvent c'est très compliqué, ça demande évidemment des périodes de transition, mais c'est quand même ça qui est économiquement, moralement, socialement intelligent. Bien, Monsieur le ministre, j'ai encore 3 demandes de parole, donc je vais... Si vous le voulez je bien... suis trop long, excusez-moi. Non, mais c'est parce que vous nous avez fait part de votre souhait que oui. l'audition ne dure pas au-delà d'une heure, mais on a atteint cette limite. Mais si vous le voulez bien, je vais quand même donner la parole aux 3 personnes qui l'ont demandé. Monsieur Roux, puis ensuite Monsieur Dantec et Mme Joanneau. Monsieur Roux. Bon, permettez-moi de m'associer aussi à vous féliciter pour votre nomination au Conseil constitutionnel et puis aussi pour votre rôle magistral que vous avez joué en amont et pendant cette conférence. Donc à la fois un rôle d'aiguillon pour maintenir un cap exigeant, mais aussi des modérations quand à la situation le demandait. Ma question, ça concernant les fonds mobilisés, comme vous l'indiquez, vont pour une part être consacrés à la réparation des dommages climatiques, pour une autre part à l'adaptation des sociétés et à ces nouvelles données. Les adaptations prévues sont des vecteurs de croissance et d'emploi importants. L'adaptation climatique n'est pas seulement synonyme de normes, mais aussi des perspectives pour tout l'appareil économique. Comment les pays développés, l'Europe et notre pays en particulier, pourront bénéficier des fonds prévus? Et y aura-t-il une labellisation COP21 des projets retenus? J'avais plusieurs questions, mais vous avez déjà tout répondu. Quoi de la COP21? Y aura-t-il une labellisation COP21 des projets retenus? D'accord. Bon, je peux répondre là aussi rapidement. Il y a, comme vous le savez, et c'est la traduction de l'anglais, à distinguer ce qu'on appelle l'atténuation et l'adaptation. Bon, l'atténuation, ce sont toutes les actions qui sont menées pour diminuer la hausse de la température. L'adaptation, c'est, voilà, la hausse de la température, ça existe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à s'adapter le mieux possible à cette situation? Et tout un débat a eu lieu, qui est tranché dans la COP21, parce que jusqu'à présent, il y avait des efforts sur l'atténuation et trop peu d'efforts sur l'adaptation. Or, pour les pays pauvres, c'est surtout l'adaptation qui compte. Il y a eu une évaluation qui a été faite par l'OCDE, qui, bon, vaut ce qu'elle vaut, mais enfin qui est intéressante, disant que sur les 100 milliards d'objectifs qu'on poursuit à l'horizon 2020, il y avait à peu près 60 à 70 milliards qui déjà étaient dans les tuyaux. Et là-dessus, seul, est-ce que c'est 16% ou 16 milliards, en tout cas une petite somme, allait à l'adaptation. Donc l'essentiel allait à l'atténuation. Donc il a été décidé, à la fois par les responsables du Fonds vert, et c'est une idée qu'on retrouve expressis verbis dans l'accord de Paris, que désormais, au minimum, il faudrait qu'il y ait autant d'argent pour l'adaptation que pour l'atténuation. Et nous allons donc y veiller dans le cadre du Fonds vert. Et en ce qui concerne la France et l'Europe, il faut que dans la façon dont nous définissons notre politique énergétique ou notre politique à l'égard du développement,
eh bien, nous fassions bien attention à cette question de l'adaptation. Vous avez peut-être vu que nous avons donné les instructions pour que l'Agence française de développement, qui va être maintenant renforcée dans son rapprochement avec la Caisse des dépôts, doit consacrer au moins 50% de ses financements à la dimension climat. Et donc, ce sont des actions concrètes qui devraient permettre d'aider l'adaptation et donc aux pays en développement. Merci. Monsieur Dantec. Oui, sans être redondant, je crois qu'effectivement, on doit souligner à quel point l'accord de Paris est un accord important, et notamment dans le fait qu'il fournit une architecture qui peut servir pendant des dizaines d'années, qu'on n'a pas besoin d'y revenir, et que c'est effectivement autour des évaluations périodiques que ça va se jouer. Et je garde en mémoire la choix de Claudia Salerno, qui était la représentante du Venezuela juste après la conclusion, pour avoir réussi à placer la terre-mer dans le préambule. Et ça dit toute l'intelligence de la présidence française, parce que avoir confié au Venezuela, qui est quand même un client difficile, la rédaction du préambule, dit l'habileté, parce que c'est pas facile, effectivement, d'arriver à un accord de cette ampleur. Deux questions. La première, c'est... l'accord est derrière nous, c'est encore un accord fragile, on l'a vu avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc quelles sont les priorités de la présidence française jusqu'à Marrakech? Il y a de l'évaluation, il y a du financement, il y a beaucoup de choses sur la table. Donc quelle priorité pour une présidence réussie après la réussite de l'accord de Paris? Et concernant évidemment les acteurs non étatiques, et je remercie Monsieur le ministre d'avoir cité le sommet de Nantes. Alors c'est fin septembre, on laisse passer l'Assemblée générale des Nations Unies, mais on sera entre l'Assemblée générale, Quito et Marrakech, 26, 27, 28 septembre. Vous pouvez mettre à l'ordre du jour sommet mondial de l'ensemble des acteurs non étatiques, avec bien sûr une entrée territoriale privilégiée. Mais cet accord sur la partie non étatique est un accord important, qui insiste beaucoup sur la période 2015-2020, donc la période avant l'application de l'accord de Paris, parce que c'est bien les dynamiques qu'on va mettre en place dans les prochaines années qui vont compter, mais c'est quand même compliqué totalement à faire l'exégèse entre la partie expertise sous la CNUC, la partie Lima Paris Action Agenda avec un rôle plus important de la France, le rôle des deux champions. Donc est-ce que vous avez un peu une vision de la manière dont on va articuler l'ensemble des dispositifs qui sont dans le texte pour effectivement aller très très vite sur la potentialisation de l'action concrète? J'essaye. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est très compliqué. C'est même compliqué pour nous qui sommes des spécialistes, mais alors pour les non-spécialistes, c'est encore plus compliqué au point que certains se demandent si c'est pas compliqué à dessein. Ça arrive parfois. Donc il faut essayer, sans déformer, de simplifier. Bon, quelles sont nos priorités? Il y a la question du financement. On peut avoir les meilleurs discours, s'il n'y a pas de financement à la clé, c'est impossible. Donc, il faut veiller à ce que chacun qui s'est engagé à donner son écho le donne. Et de ce point de vue-là, il y a d'autres sommets qui vont être importants, le G7, le G20. Et il faut que dans toutes les réunions et conférences internationales, la France, l'Europe, d'autres portent ce message. Et il y a du financement à opérer. Et puis, il faut qu'on se mette d'accord sur exactement ce que signifient les mécanismes de financement. Ça, c'est un point important. Un deuxième point très important, c'est des précisions, je l'ai dit au cours de cette audition, sur comment on réévalue les INDC, quels sont les mécanismes de transparence, comment se font toute une série d'éléments qui sont restés un petit peu dans l'ombre, comment on développe la tarification du carbone. Donc, quand vous dites quelles sont les priorités de la présidence française, je voudrais qu'on soit extrêmement concret. Il y a une autre priorité que je signale, parce qu'il faut quand même qu'on porte aussi des choses sur lesquelles on a été à l'avant-garde, tout ce qui concerne l'Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, et puis des initiatives qui viennent notamment de la France, par exemple un mécanisme qui s'appelle CRUISE, enfin ce sont les initiales anglaises, qui est un mécanisme pour avertir les habitants des territoires menacés avant que les catastrophes ne se produisent. Par exemple, il y a beaucoup de petites îles où les gens ne sont pas avertis du fait qu'un typhon va leur arriver dessus. Et évidemment, si on est averti suffisamment à l'avance, on peut prendre quand même un certain nombre de précautions, même si on ne peut pas éviter le phénomène lui-même. Et ce dont nous sommes convenus avec mes collègues marocains, c'est que on va mettre l'accent donc sur les précisions par rapport au texte d'ensemble de Paris, et d'autre part, ils vont mettre l'accent, et moi j'en suis vraiment heureux,
sur tout ce qui est ce qu'on appelle dans le jargon Lima Paris Action Agenda, c'est-à-dire l'agenda pour l'action, aussi bien les collectivités locales que les partenariats avec les entreprises et les ONG. Donc je crois que c'est ça qu'on peut attendre dans cette année. On va essayer d'y travailler de façon active. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Joanneau, pour terminer cette série de questions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, beaucoup de questions de fond ont été posées, donc vous avez déjà apporté beaucoup d'éléments de réponse. Donc, je vais avoir 3 questions peut-être plus politiques, une impertinente, mais mes collègues seront certainement très contents que je la pose. Dans vos nouvelles fonctions, a priori, vous pouvez tout à fait garder la présidence de la COP. Ça, c'est la première. Je vous laisse répondre ensuite et développer si vous le... Et vous avez déjà répondu, mais donc vous avez conservé la présidence. Oui. Très bien. C'est mieux. C'est mieux parce que qu'un successeur ait à redécouvrir tout le sujet et tout l'historique de la négociation. J'ai vérifié, pour vous répondre là-dessus, qu'il n'y avait pas de problème juridique, puisqu'on parle du Conseil constitutionnel, il ne faut pas qu'il y ait des conflits d'intérêts, etc. Bon, mais là, ce n'est pas le gouvernement français. Et d'autre part, c'est une fonction bénévole, ça c'est important, parce que le Conseil constitutionnel, on ne peut pas avoir d'activité salariée annexe, et qui est provisoire, parce que c'est ça. Donc, et puis j'ai aussi consulté mes collègues d'autres pays, bien sûr. Et donc, c'est pas du tout de la boulimie, mais je pense, comme vous l'avez exprimé, que si on veut refaire les choses, ça va être très compliqué. Donc, avançons. Oui, il y a un historique de la négociation. 2 questions concernant les États-Unis, parce qu'effectivement, on est en période préélectorale. Si un gouvernement républicain et donc un congrès républicain passe, est-ce que vous pensez qu'ils vont ratifier justement cet accord? Et s'ils ne ratifient pas, est-ce qu'on sera en capacité justement d'avoir suffisamment de signatures pour représenter une majorité, la majorité exigée de pays qui émettent des gaz à effet de serre? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comment est-ce que vous analysez justement, parce que c'est dans la suite de cet accord, l'initiative de Barack Obama pour promulguer une loi pour l'électrification en Afrique? Oui, alors, sur le dernier point, je pense que vraiment le président Obama est très engagé sur cette question du climat. J'ai l'occasion d'en parler aussi à John Kerry, qui a beaucoup porté les choses. Et ce n'est pas, je dirais, de l'esbrouf, c'est vraiment quelque chose auquel il croit, au pluriel, et dont il voudrait qu'il fasse partie de ce qu'ils appellent leur legacy, leur testament, ce qu'ils laisseraient au pays. Bravo, parce que évidemment, les États-Unis jouent un rôle important dans le monde et sont le 2e émetteur de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qui se passe si? Difficile. Actuellement, mais je ne voudrais pas dire de sottise du point de vue juridique, la décision américaine est prise avec les pouvoirs en propre qu'a le président. Bon, donc, il estime, et l'administration américaine avec lui, qu'il a les pouvoirs de Clean Power Plan et qu'il peut donc prendre un certain nombre de décisions sans qu'il soit nécessaire de passer par le Congrès. Bon. Là, je ne sais pas si ce que vient de décider la Cour suprême remet ça en cause ou pas, mais évidemment, c'est important. Après, s'il y a un changement d'administration, qu'est-ce qui se passerait? Bon, s'il y a un changement d'administration, est-ce que le nouveau président pourrait revenir sur ce que son prédécesseur aurait décidé au titre de ses pouvoirs propres? Ce n'est pas impossible. Une autre hypothèse, c'est s'il était décidé que tout ça devait passer devant le nouveau Congrès. Mais est-ce que un Congrès ou un nouveau président, qui serait d'un avis différent du président Obama, prendrait la responsabilité vis-à-vis du monde, pas seulement le monde aujourd'hui, mais le monde pour demain, de dire, bah, écoutez, tout le monde a passé un accord, mais si on fait simplement des calculs d'apothicaire, on peut obtenir 55%, 55 pays, à coup sûr, il y en a 195, et 55% sans les États-Unis. Bon. Mais ce n'est pas simplement un calcul mathématique. L'argument, c'est aussi la compétition économique. Et évidemment, si d'autres pays, dans d'autres pays, on peut dire, oui, bien sûr, vous avez fait un beau geste, mais les États-Unis, eux, ne vont pas le faire. Et donc, dans la compétition économique à court terme, vous serez désavantagés. Vous voyez bien
la difficulté que ça représente. Donc, je pense, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions, mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'engagement pris par le président américain au nom de son pays puisse être tenu et qu'il prévale pour aujourd'hui et pour demain. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, du temps que vous nous avez accordé, particulièrement aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de répondre très complètement à toutes ces questions. Merci beaucoup, et puis donc bon travail, qu'on va continuer ensemble. Merci infiniment. Je rappelle qu'on a encore un point à voir. Je raccompagne le ministre. Merci, je suis à votre disposition.